Bonjour mesdames et messieurs, donc il est 11h45. Je vous propose que nous commencions et les derniers arrivants nous rejoindront en cours de route. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la montée en compétence sur les sujets d'éco-conception. Webinaire mené donc en partenariat entre Maobi et des Enjeux et des Hommes. Alors, pour échanger avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet Converser et on essaiera de répondre aux questions dans le chat, puis oralement en fin de session. Et puis, si certaines questions ne sont pas traitées, nous vous enverrons un mail post-webinaire avec nos réponses. Le webinaire, il est enregistré et nous vous ferons donc parvenir un replay et la présentation après l'événement. Je m'appelle Mathilde et je suis directrice du pôle formation chez Des Enjeux et des Hommes. Je serai donc la modératrice pour ce webinaire et j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux experts des démarches d'éco-conception et que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et tous, Marion Lapré, je suis cofondatrice de l'agence Maobi et je baigne dans l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie depuis 14 ans maintenant en accompagnant différentes entreprises industrielles et de distribution. Et bonjour à tous. Donc Raphaël Blanc, moi je suis ingénieur consultant en analyse de cycle de vie et expert en éco-conception. Merci à tous les deux d'être là. Donc, notre webinaire se déroulera en deux temps. En deux principaux temps. Donc, d'abord, nous évoquerons d'abord les enjeux liés à la formation des métiers à l'éco-conception et les compétences clés qui sont à développer. Puis, nous présenterons, ça sera plutôt Raphaël, nos parcours de formation sur ces sujets-là. Donc, chez Des Enjeux des Hommes, sur la partie formation, nous accompagnons en fait les directions RSE, les directions RH dans l'élaboration des plans de développement de compétences des collaborateurs adaptés aux enjeux de durabilité de l'entreprise. Donc, il s'agit le plus souvent d'articuler des programmes de formation qui permettent d'abord de toucher le plus grand nombre et d'acculturer le plus grand nombre voilà, aux grands enjeux environnementaux et sociaux liés au secteur d'activité en particulier de l'entreprise. De former aussi ceux qui définissent et mettent en œuvre les stratégies RSE. Et là, on est plutôt donc ceux qu'on appelle les pilotes sur des dirigeants, des directions RSE et les réseaux et leurs réseaux. Et puis, en fait, si vous souhaitez donc changer réellement la manière d'opérer pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs en matière de durabilité, qu'il s'agisse d'objectifs climat, de performance extra-financière, de bascule de modèle d'affaires, eh bien c'est sur les pros, donc les métiers, qu'il s'agit euh, d'opérer. Donc, nous, c'est ceux qu'on appelle les pros. Donc, ça peut être des acheteurs, des marketeurs, des communicants, des RH, des commerciaux, des financiers. Bien sûr aussi des spécialistes, ceux qui mènent des projets un peu pointus sur les sujets de durabilité. Et alors, ce qui est intéressant de noter ce qu'on observe en fait chez Des Enjeux et des Hommes là, au fil des ans, c'est que sur les 4000, 5000 personnes qu'on forme chaque année, 40% des personnes sont dans la catégorie donc des pros, des professionnels, et donc concernent des formations métiers. Et c'était beaucoup moins le cas, enfin c'était même moitié moins il y a 2 3 ans. Donc pour nous, ça c'est un signe en fait d'accélération dans les entreprises, de volonté en fait de transposer les engagements dans les pratiques professionnelles de l'entreprise. Et c'est exactement ce dont il s'agit avec les démarches d'éco-conception dont Maobi va nous parler. Justement, Marion, de ton côté, qu'est-ce que vous observez comme montée en puissance des sujets d'éco-conception dans les entreprises et comment ça se traduit en termes de montée en compétences? Oui, tout à fait. On a plusieurs éléments de contexte qui amènent finalement les métiers à se dire, à faire évoluer leurs pratiques et à pratiquer l'éco-conception. Souvent, on se retrouve dans une entreprise, dans une organisation qui a elle-même pris des engagements RSE, qui souhaite répondre, se définir des objectifs par rapport aux ODD et qui a même parfois pris des engagements en termes de trajectoire de décarbonation.
Et donc, du coup, ça, ce premier chapeau, ce premier cap qui a été fixé au niveau de la direction de l'entreprise, finalement, amène l'ensemble des métiers à trouver des solutions concrètes pour répondre à ces KPI et pour décarboner les activités de l'entreprise. Et qu'on soit une entreprise industrielle ou de distribution, la décarbonation, ça passe très souvent par le produit, l'offre ou encore le service. Il s'agit du coup de se poser la question. Ça fait des années que je conçois des produits et des services et comment je vais pouvoir comprendre cet impact et le diminuer. Et donc, c'est finalement l'éco-conception, c'est la mise en marche, en action de l'éco-conception au cœur du réacteur, au cœur de l'offre. Et donc, les entreprises qui ont défini un cap, ensuite, s'attellent à travailler vraiment sur l'impact de leurs offres. Et aujourd'hui, dans les entreprises, une fois de plus, hein, qu'on soit une entreprise industrielle ou de distribution, les métiers qui font l'offre, bah, il y en a plein. On est bien sur plein de métiers. Ça peut être de la R&D, de la communication, du référencement pour les distributeurs ou encore des acheteurs, le marketing, la qualité. Et toutes ces personnes-là doivent concrètement faire leur métier en ajoutant une composante nouvelle qui est la performance RSE, éco-conception. Ça dépend un petit peu la largeur du scope qu'on décide de prendre ou que carbone pour certaines entreprises qui décident de cette l'éco-carbone dans un premier temps. Bref, ces entreprises, en fait, doivent s'attaquer à l'optimisation de cette empreinte environnementale. On appelle ça, nous, le cœur du réacteur de l'entreprise, puisque c'est quand même les produits et les services qui génèrent le chiffre d'affaires d'un côté, qui génèrent les impacts de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le scope 3, qui concentre très souvent entre 70 et 95 des impacts environnementaux d'une entreprise. Donc, si on veut s'atteler à ça, il faut pratiquer de l'éco-conception. Et puis, en fonction des secteurs, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'adapter ces pratiques d'éco-conception au métier et au secteur. Quand on cherche à améliorer la performance environnementale, on cherche également à le faire savoir, c'est normal, et en faire un élément, pourquoi pas, de différenciation en communiquant auprès des parties prenantes et plus particulièrement auprès des consommateurs qui peuvent avoir des attentes assez prégnantes, enfin, une fois de plus en fonction des secteurs. En tout cas, il peut y avoir des personnes, des consommateurs qui sont en attente d'expression de cette plus-value environnementale. Et c'est quand on a concrètement travaillé sur l'éco-conception du produit qu'on peut raconter quelque chose en termes de performance environnementale. Ça, c'est vraiment les trois éléments qui amènent les entreprises à la marche d'après. Je sais où je vais en termes de cap RSE et carbone et je dois transformer le cœur de mon réacteur. Du coup, effectivement, bah, pourquoi cette formation à l'éco-conception? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, dans l'éco-conception, on est dans une approche assez pragmatique, hein. Effectivement, on rentre dans le cœur du quotidien, du métier, on parle de recettes d'un produit, de formules ou encore de bill of material. Et aujourd'hui, finalement, c'est assez intéressant ce qu'on vit comme moment, c'est qu'il y a une vraie hybridation. Au début, la RSE, c'était assez périphérique, enfin au début, il y a 30 ans, et maintenant, ça s'hybride dans le cœur du réacteur et ça s'hybride avec les métiers finalement de l'offre et en particulier du marketing. Et il faut amener tous ces métiers à avoir une pensée qui était avant très linéaire, hein. On extrait, on transforme et on jette les produits, à une pensée finalement en cycle de vie. Voir un petit peu son produit, on le voit dans son brief, on le voit dans son décomposition de prix et il faut aussi voir son produit tout au long de son cycle de vie. Et ça amène effectivement, c'est une nouvelle façon de penser son produit additionnel qui enrichit finalement la vision qu'on a de son produit. C'est parfois une nécessité, une opportunité également d'anticiper ou de se conformer aux réglementations en cours. Ça bouge beaucoup sur le marché français, mais pas que, également sur l'Europe tout entière, qui est vraiment pionnière dans le monde en termes de réglementation environnementale et particulièrement en termes de réglementation en éco-conception, avec une priorisation par grande famille de produits. Mais en tout cas, le mouvement global, c'est quand même que l'éco-conception, c'est le sens de l'histoire, c'est se poser la question d'offres dont on comprend la manière dont nos produits sont conçus, quelles sont les matières qui rentrent dedans pour une visée de durabilité et de meilleure amélioration de la performance environnementale tout au long du cycle de vie. Et également, donc, pourquoi cette formation? Bah, pour vous aider finalement à pouvoir apporter des éléments de réponse au niveau du produit, soit au niveau de vos marques, pour évoluer vers des offres et des marques plus éco-responsables et être capable du coup d'apporter des éléments factuels. Donc, je vais
Je vais compléter, c'est toujours un peu particulier de se citer, mais ce qu'on trouve en tout cas intéressant, et ça on en est vraiment convaincu et on le partage bien avec des enjeux et des hommes, c'est que l'éco-conception, c'est quelque chose de très pragmatique, hein. On conçoit des produits depuis 200, 300 ans, même peut-être plus. Et là, l'idée, c'est finalement juste enrichir sa vision avec cette vision en cycle de vie. Et c'est effectivement en pratiquant ces approches auprès de différentes entreprises et dans une multitude de secteurs qu'on arrive vraiment à avoir une approche pragmatique au plus près des pratiques existantes dans une entreprise et on va devoir adapter l'éco-conception finalement à l'organisation dans laquelle on souhaite la déployer. Du coup, effectivement, intégrer l'éco-conception dans les process de développement de l'offre, ça nécessite finalement d'accompagner l'acquisition de nouvelles compétences, savoir-être ou encore savoir-faire. En termes de compétences, donc je le redis, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu le centre hein, d'une approche d'éco-conception, c'est vraiment d'insuffler la pensée en cycle de vie, qui vient enrichir vraiment les pratiques et qui peut même être dans un second temps une source d'innovation, de créativité. Et c'est des compétences également nouvelles à intégrer dans chaque métier qui est partie prenante en fait du développement des produits dans les achats, qui vont devoir bien sûr toujours se poser la question de la performance économique, mais vont pouvoir intégrer dans une construction long terme de la relation fournisseur-client, intégrer des critères d'éco-conception. Le marketing va pouvoir enrichir son brief marketing et également ses étapes d'arbitrage avec des nouveaux critères d'éco-conception. La R&D va avoir un champ nouveau avec une nouvelle contrainte ou opportunité pour améliorer la performance. Bref, chaque métier doit acquérir des nouvelles compétences pour enrichir finalement sa pratique. Il y a bien sûr des savoirs incontournables. Les démarches d'éco-conception s'appuient entre autres sur une science qui s'appelle celle de l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode de calcul des impacts environnementaux. Donc, c'est un nouveau savoir pour comprendre finalement comment je calcule une performance environnementale. De quoi parle-t-on quand on parle d'impacts environnementaux, au sens scientifique du terme, et quel lien on peut faire avec ce qu'on observe autour de nous. C'est également une multitude de référentiels ou réglementations, notamment dans le cadre de l'affichage environnemental, par exemple, ou de la communication environnementale qui se développe également et qui se contraint de plus en plus. En termes de savoir-être, alors ça va être une compétence, un savoir-être, des éléments à développer ou non, et je dirais que ça dépend de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises plus ou moins silotées, des entreprises dans lesquelles les équipes de différents métiers collaborent très naturellement pour développer des produits. Ce qui est sûr, c'est que l'éco-conception nécessite, vu que c'est des arbitrages, c'est des compromis, ça nécessite finalement d'arriver à avoir tout le monde autour de la table pour pouvoir effectivement faire ces arbitrages, donc à la fois la qualité, le marketing, la R&D. Donc, vraiment, la posture de collaboration multimétier est un facteur clé de succès, clairement, des démarches d'éco-conception. Donc, soit c'est un terrain, soit vous êtes sur un terreau propice à cela, soit c'est peut-être des compétences, des savoir-être ou des modes de collaboration nouvelles à développer. Et enfin, des savoir-faire, puisque intégrer l'éco-conception va nécessiter d'intégrer dans le process de développement produit existant des nouveaux outils pour justement aider ces évaluations, aider ces arbitrages. Donc, on peut parler de notes d'éco-conception ou d'éco-score ou encore de logiciels d'analyse de cycle de vie qui permettent de trancher, qui permettent de factualiser les impacts, par exemple, ou encore la nécessité de développer des nouveaux indicateurs de pilotage de cette démarche d'éco-conception pour suivre l'amélioration continue. Donc, effectivement, on comprend qu'il y a des nouvelles compétences à développer auprès de différents métiers qui vont plus juste concevoir, mais qui vont éco-concevoir, et une posture et des outils également à adopter pour faciliter le déploiement d'une démarche d'éco-conception. Et Marion, du coup, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut résumer le projet donc, de formation des équipes, la démarche d'éco-conception en plusieurs étapes? Et je pense à un projet qu'on déploie ensemble en ce moment. C'est déjà identifier les métiers de l'offre de mon entreprise.
Idéalement, leur proposer déjà une formation un peu tronc commun où ils vont Mhm. partager des éléments de langage autour de l'éco-conception et puis commencer justement à adopter la pensée cycle de vie, voir comme ils sont tous autour de la table au même moment, commencer peut-être à poser des pistes de la démarche si elle en est plutôt au début, et ensuite à les proposer des briques de compétences et de savoirs complémentaires en fonction des métiers et en fonction surtout de la manière dont ils vont être impliqués par la suite. Tout à fait. Je trouve que le tronc commun, il est vraiment hyper important, comme tu le précises, parce qu'il y a effectivement un champ lexical nouveau qui s'ouvre pour les entreprises. C'est quoi le cycle de vie? C'est quoi du recyclé, du recyclable? C'est quoi un périmètre d'évaluation ou encore une unité fonctionnelle? Donc, c'est intéressant d'avoir un socle commun et c'est Mm. indispensable. Et ensuite, effectivement, en fonction des métiers, est-ce que je fais de la formulation d'un produit? Eh bien, on va venir accompagner les métiers, par exemple, de la conception de formules avec une formation à l'ACV de produits cosmétiques ou chimiques. Donc, on va vraiment adapter en fait la pratique de l'analyse de cycle de vie et de l'éco-conception pour ces métiers spécifiques. On va également pouvoir accompagner les achats, puisque les achats vont devoir également enrichir leur champ de critères sur l'achat de matières premières, par exemple. Et enfin, il y a un volet qui est très important et qui concerne beaucoup la communication et le marketing, c'est la valorisation. Donc là, on va pouvoir former également spécifiquement les métiers, donc marketing et communication, sur le cadrage d'une bonne communication environnementale produit et marque dans un contexte qui est très mouvant et toujours en s'appliquant vraiment au secteur concerné, puisqu'en fonction du secteur, est-ce que je suis en B2B, en B2C, est-ce que je suis dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique, le cadre de communication environnementale est très différent. Ouais, tout à fait. Mm. Ok. Alors, on vous propose de répondre à un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Le but est de savoir, voilà, hop, normalement c'est lancé. Qu'est-ce qui, de votre côté, en fait, motive votre entreprise à s'engager dans une démarche d'éco-conception? Là, ça commence à répondre. Est-ce que c'est plutôt parce que c'est une demande de plus en plus forte de la part de vos clients? Est-ce que c'est parce que la réglementation se durcit? Ou est-ce que c'est un enjeu d'alignement avec les ambitions en matière de durabilité de l'entreprise? Ok, alors je vais mettre fin au sondage. La tendance, eh ben, c'est plutôt la troisième réponse. Hop. Vous avez Bien. été, voilà, effectivement, 78% à répondre que c'était un enjeu en fait d'alignement, plus particulièrement. En deuxième position, c'est la réglementation. Et en troisième position, c'est les clients qui font évoluer leurs demandes. Mm. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça surprenant, vous, côté Maobi? Non, alors Non. effectivement, et c'est une évolution quand même hein, par rapport aux années précédentes. On a effectivement un durcissement également, hein. Les entreprises sont assez prises en tenaille de toutes parts avec le tsunami réglementaire. Et il y a vraiment, au niveau de l'entreprise, d'obligations réglementaires, de stratégie RSE, de bilan carbone, de reporting avec la CSRD. Et donc, effectivement, ce socle, je dirais, au niveau de l'entreprise qui vise à formaliser et à obliger finalement aux entreprises de déployer une démarche RSE très cadrée, c'est un incontournable. Et donc, l'étape d'après, finalement, c'est bien de faire de l'éco-conception. Parce qu'une fois qu'on a bien cadré où on voulait aller, il faut travailler sur le cœur du réacteur, qui est le produit ou le service. Donc, c'est assez cohérent. Euh, et la réglementation se durcit également. Alors, le dernier point, et qui n'est pas évident pour le marketing, parce que pourquoi faire quelque chose alors que mes clients ne le demandent pas nécessairement, et c'est une réalité. Donc là, une fois de plus, on a beaucoup de participants, donc avec certainement des secteurs très différents. Il ne faut pas se voiler la face. Le contexte est un petit peu difficile, contexte économique. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de quêtes du prix actuellement en B2C notamment. Donc, les clients, c'est vrai, il y a une chute un petit peu des demandes en priorité, en tout cas de l'ordre de priorisation d'offres plus vertes ou plus Mhm. éco-conçues. Mais pour autant, les entreprises doivent quand même y aller pour les questions que j'ai évoquées juste avant de réglementation au niveau de la RSE. Donc, il y a deux raisons d'y aller, soit pour mes clients et ou parce que je suis obligée d'aligner Mm. effectivement ma stratégie RSE avec mon offre. Ok.
Alors, Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail les parcours de formation que nous proposons? Oui. Je vais vous en dire plus. En plus, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions sur le chat, que tout ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je laisse d'abord la parole à Marion pour présenter, on va dire, le panel d'offres qu'on Oui. a chez Maobi. Et puis moi, je rentrerai plus en détail de Mm. chacune de ces offres. Effectivement, merci. On a pensé ces quatre formations qui sont consécutives, mais qui peuvent tout à fait, en fonction de la maturité aussi des entreprises, hein. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont assez matures maintenant en éco-conception, donc on s'adapte toujours à là où on est l'entreprise. Mais effectivement, on a pensé ces quatre formations comme un parcours, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça fonctionnait bien quand on l'avait mise en œuvre, mais ce n'est pas une nécessité, il n'y a pas de prérequis d'une formation à l'autre. Donc, la première que vous voyez là, il y a quatre modules, on va dire. C'est la fresque de l'éco-conception, donc qui a été développée par des cabinets confrères, Ginkgo 21, EVA, et qui a également été co-construite avec le pôle éco-conception. C'est assez intéressant parce que c'est un mode de jeu que vous devez connaître avec les fresques qui se déploient un petit peu partout. Donc, la fresque de l'éco-conception, c'est une fresque qui est animée uniquement par des experts en éco-conception, donc uniquement par des bureaux d'études, et qui vise à mettre tous les métiers autour de la table, jusqu'à 8 personnes par table, et à vraiment, sous forme de jeu, commencer à sensibiliser à l'éco-conception et à véritablement faire le lien entre ce qu'on observe dans son environnement, les phénomènes d'impact, de changement climatique, entre autres, mais pas que, raréfaction des ressources, et le lien qu'on va faire avec l'activité de mon entreprise, et surtout de se projeter dans des solutions possibles, de leviers d'éco-conception ou de nouveaux d'éco-innovation, nouvelles offres. Donc, c'est 0,5 jours avec un format assez ludique et très participatif pour commencer à mettre un pied à l'étrier et pour sensibiliser à l'éco-conception. On trouve le format, vous l'avez certainement peut-être testé sur d'autres thématiques, le climat par exemple, assez ludique et assez motivant en termes d'énergie, c'est assez positif. On a un module de formation à l'analyse de cycle de vie, donc soit en formation inter ou intra, qu'on va adapter en fonction du secteur. Quand on fait de la cosmétique ou quand on fait un fabrique de petits électroménagers, on n'a vraiment pas du tout les mêmes profils de produits, ni les mêmes enjeux euh, environnementaux, les mêmes impacts environnementaux clés. Donc, on va former à l'analyse de cycle de vie en se projetant sur un secteur d'application. Et on va également vous proposer dans ce module quelque chose de très euh, factuel ou en tout cas Mhm. pragmatique, où vous allez pouvoir modéliser un produit et utiliser un logiciel d'ACV pour pouvoir vous permettre d'acquérir plus facilement des compétences. Vous avez également une journée pour comment définir et mettre en œuvre sa démarche d'éco-conception. Donc là, on vous partage les cadres normatifs qui peuvent exister sur l'éco-conception, mais surtout, on vous explique quelles sont les étapes et les facteurs clés de succès pour commencer à définir sa démarche d'éco-conception et la mettre en œuvre dans son entreprise. Et enfin, la dernière, mais celle dont on est peut-être encore plus fier, c'est que c'est la démarche, la formation à l'éco-conception et à la durabilité des produits, qui est un module sur 3 jours qu'on a co-développé avec Etikis, et qui est une formation très maker où on monte nos manches et on a les mains un petit peu dans le cambouis. Et donc, je laisse Raphaël vous en dire un petit peu plus. Est-ce que Je je peux, reviens. juste Pardon. pour ajouter peut-être que de part et d'autre, on a aussi des modules achat responsable et communication responsable, communication environnementale, qui peuvent venir alimenter ces parcours-là, mais qu'on n'a volontairement pas mis dans le scope. Je me demandais juste si on pouvait, je pouvais vous poser une question parce qu'elle est revenue plusieurs fois dans le chat. Oui. Euh, Oui. mais est-ce qu'on peut envisager en fait d'adapter ces formations-là à une entreprise ou un organisme qui commercialise plutôt des services? Mm. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on rentre beaucoup par le prisme du produit, mais aujourd'hui, c'est déjà des missions Mm. qu'on a menées Mm. chez Maobi de d'éco-concevoir des services, de la valorisation environnementale de services. Tout ça est tout à fait possible. Oui, on a dans notre service, pour nous, un service, c'est un produit parce que derrière un service, il y a un parcours utilisateur et il y a forcément du hardware, enfin, il y a forcément en fait, des impacts qui sont soit liés à des flux,
soit des impacts qui sont liés de toute façon à des infrastructures. Donc, on retrouve quelque part du produit derrière. Et il y a pas mal d'entreprises également qui commercialisent le couple produit-service. Donc, ça peut tout à fait s'adapter à des services. D'ailleurs, là, la formation analyse de cycle de vie, on évalue un système. Et donc, ce système, ça peut être un produit, un service ou une formule. Tout à fait. Donc, aucun souci, effectivement, pour focaliser sur les entreprises de services. Je reprends la main donc sur la présentation. Donc tout d'abord, la fresque de l'éco-conception. Donc Marion on a déjà bien parlé. Ça va vraiment servir à comprendre les fondamentaux de l'éco-conception. C'est un atelier ludique qui va durer 3h30 seulement, qui va permettre de découvrir les principes clés de l'éco-conception, faire le plein d'idées éco-innovantes. Nous, c'est quelque chose chez Maobi qu'on fait notamment pour les nouveaux venus, qu'on met en place un peu de manière systématique pour savoir de quoi on parle et bien embarquer tout le monde. Ça permet de s'aligner sur ces mots aussi éco-conception qui ne sont pas toujours très clairs pour tout le monde. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cette approche collaborative dont Marion, tu parlais tout à l'heure dans ton introduction. On la retrouve bien dans cette fresque avec un format qui est similaire donc aux fresques du climat, les ateliers d'automne, fresques de la biodiversité que vous devez peut-être déjà connaître. Donc pour ce qui est des modalités, on est, donc là, tout le monde, hein, que ce soit EVA, Jinko 21, Maobi, c'est un forfait qui est inter-entreprise, on va dire, interfresqueur. Donc, c'est 1 200 € hors taxe par table. Donc, une table, c'est entre 5 et 8 participants. Cette formation, on peut la faire en français ou en anglais. On l'a fait bien systématiquement en présentiel. Je ne pense pas qu'il y ait de version en distanciel aujourd'hui qui soit possible. C'est aussi tout l'intérêt d'une fresque de se retrouver autour d'une table et de discuter et de comprendre des notions. Donc aujourd'hui, nous, on la vend plutôt sur le format intra. Voilà. Pardon. Ouais, pas de souci. J'ai essayé de répondre sur le chat en même temps, mais comme je dois passer les Pas de slides. souci. Ensuite, ce qui concerne la formation à l'analyse de cycle de vie. Donc là, on va vraiment chercher à comprendre, mesurer les impacts environnementaux de l'offre grâce à l'ACV. Je ne sais pas si tout le monde, enfin, ça commence à être un terme qui quand même se connaît de plus en plus, l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Mais vraiment, on a deux objectifs dans cette formation. C'est bien de faire monter en compétence des équipes sur la maîtrise des concepts et des enjeux de l'ACV. Avoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marion, une pensée en cycle de vie et vraiment penser à toutes les phases, mais plus que la phase de production ou de consommation, mais vraiment se poser la question même sur des phases de conception, de fin de vie, tous les processus qui interviennent sur mon produit et comprendre les atouts et les limites de l'outil, hein. C'est un outil qui a des limites. Faut pas venir glorifier. Souvent, on nous parle d'ACV comme un résultat, alors que pour nous, c'est plutôt un outil, un moyen chez Maobi, et l'intégrer dès demain en entreprise. Alors, euh, pour ces éléments-là d'analyse de cycle de vie, nous, ce qu'on fait vraiment en formation, c'est qu'on part donc d'un exemple. On va venir d'abord démonter un produit en début de journée, où au moins on aura une BOM, une bill of material ou une formulation. On peut venir tout à fait, on l'adapte souvent avec le produit de nos clients pour que ce soit gagnant-gagnant. Et dans un second temps, on va former vraiment à la modélisation, la lecture des résultats, comprendre une fois qu'on a les enjeux, une fois qu'on a démonté le produit, comment on analyse, comment est-ce qu'on modélise et comment est-ce qu'on analyse tous ces résultats. Donc tout ça, ça se passe sur une journée qui est assez dense, mais qui est très pratique. Et on a essayé vraiment de garder un format très pratique et qui va permettre d'outiller vraiment les équipes. On n'est pas du tout dans la théorie pendant 7 heures. Donc 7 heures de formation en présentiel, 850 € hors taxe, avec donc des financements OPCO, mais pas CPF. Et aujourd'hui, sur ce format-là, on a des dates d'inter-entreprise et c'est ce que je vous disais, on fait aussi de l'intra, donc on va essayer d'adapter aux produits et notre support à l'entreprise. C'est une formation qui n'est c'est pas écrit, mais qui est dispensée aussi en anglais si besoin, et qui est donc notre formation, celle-là, contrairement à la... Et pour répondre à la réponse, enfin à la question de Hélène, parmi les sessions inter-entreprises de ce module, il y a deux types de cas qui sont proposés. Il y a des sessions justement adaptées au secteur agroalimentaire. Et ça, c'était la question d'Hélène. Et une autre session qui est adaptée au secteur textile. Ça, c'est pour l'inter-entreprise. Mais évidemment, comme on l'a précisé à l'oral, en intra, on va s'adapter à vos produits ou vos services pour le déploiement.
Je poursuis donc avec le déploiement de la démarche d'éco-conception au sein de l'entreprise. Alors, là, les objectifs sont triples. D'abord, d'appréhender la mise en œuvre d'une démarche outillée d'éco-conception. Ensuite, faire de l'éco-conception donc un levier de création de valeur, puis intégrer des actions et des réflexes d'éco-conception dans un processus de développement. On va vraiment distinguer sur cette formation au début un momentum pour vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on s'embarque dans une démarche d'éco-conception. C'est la partie la plus importante, c'est le why, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se met à faire de l'éco-conception au sein de l'entreprise. Ensuite, on va définir cette démarche. Là aussi, c'est clé parce qu'il faut définir tout ce qui va être KPI, tout ce qui va être mission, vision, tout ce qui va être la gouvernance aussi de cette démarche d'éco-conception. Et enfin, on va permettre d'outiller, en fait, nous, à la fin de cette journée, on vous laisse vraiment avec des outils comme la route brisée, etc., qui vont vous permettre de remettre en question, que ce soit le produit ou d'intégrer tout ce qu'on vient de dire dans la démarche existante de votre organisation. Pour ce qui est des modalités, donc on est sur le même format, c'est-à-dire une journée de formation de 7 heures, le même tarif avec le même financement et pareil, disponible en inter ou en intra et en français ou en anglais. Ce que je n'ai pas précisé pour l'ACV et que je vois aussi qu'il faut que je rajoute pour l'éco-conception, c'est qu'on peut la faire aussi en distanciel. Ça nous est arrivé de les animer en distanciel, ces formations. Et la dernière formation, celle qui nous tient, je pense, le plus à cœur avec Marion de vous présenter, c'est donc l'éco-conception de produits par la durabilité. C'est donc une formation qu'on a développée avec nos partenaires Ethikis, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui mettent sur le marché le label Long Time, qui sont des experts aujourd'hui de la durabilité. L'objectif de cette longue formation qui dure 3 jours, mais qui est très intéressante, c'est vraiment de comprendre et d'assimiler par la pratique les liens entre éco-conception et durabilité. C'est vraiment des sujets où je pense que côté Maobi, on est en avance de phase sur le marché. Vous ne trouverez pas d'autres formations qui sont similaires. Et donc, on va venir démonter, identifier et prioriser des actions d'éco-conception pour la durabilité d'un produit. À la fin, vous savez donc calculer un score de durabilité via un scoring fiabilité, réparabilité, évolutivité du produit. Donc ça, c'est du côté d'Ethikis, l'expertise. Vous allez aussi faire l'analyse de cycle de vie de ce produit simplifié sur un logiciel qui s'appelle EcoDesign Studio. Vous allez aussi avoir des premières pistes d'éco-conception. Vous allez venir comparer, projeter, faire du versionning. Et à la fin, donc, vous allez pouvoir évaluer, avoir des nouvelles pistes très concrètes de qu'est-ce que c'est mon produit demain au niveau de sa durabilité, de son éco-conception, de son scoring d'impact environnemental et aussi de la communication de toutes ces actions d'éco-conception qu'on aura mis en place. Je rajoute un petit point. Bien sûr, on fait le lien lors de cette formation avec l'indice de réparabilité. Et également, il y a une nouvelle plateforme, j'en ai pris connaissance vendredi dernier grâce à un webinaire avec Ethikis. Ils ont développé une plateforme accessible en ligne, donc qui sera utilisée également lors de la formation, qui s'appelle Repairability, qui permet justement d'évaluer le potentiel de réparation, enfin l'indice de réparabilité de son produit. Donc, avant, c'était quelque chose qui était envisagé sur un outil Excel ou sur une fiche d'identité. Et maintenant, ce sera fait grâce à Repairability qui sera bientôt opérationnel. Voilà, donc là, on est vraiment sur du workshop, en fait, presque autant que de la formation. Et j'insiste encore une fois sur le fait qu'il n'y ait pas de prérequis entre ces différentes formations. Donc, tout à l'heure, sur le graphique, on parlait de montée en compétences graduelle, mais il n'y a vraiment pas de nécessité de suivre la formation ACV avant de venir à cette formation éco-concevoir par la durabilité. En fait, on a déjà un module d'ACV et un module d'éco-conception lors de cette formation qui dure 3 jours. Donc, pour la modalité, oui, c'est 3 journées de formation, soit 21 heures, en présentiel seulement, bah oui, pour le côté maker. On est sur des petites tables, pareil, 5 à 8 participants. Le but, c'est vraiment d'être dans le produit, dans l'éco-conception. On a un animateur Maobi et un animateur Ethikis. Et on est sur 2400 € hors taxe. Pareil, financement Opcom et pas CPF, et en inter-intra. Pour le format en anglais sur celle-ci, par contre, je ne suis pas sûr qu'on la dispense en anglais pour l'instant. Ok.
Et pour répondre aux questions de le chat, on parle bien de la durabilité parce que durable dans le temps. Oui, Exactement. Et alors, pas durable comme oui, développement durable, tout à durabilité, fait. produit. Nous, enfin, pour répondre juste sur cet enjeu-là de durabilité, un produit durable, c'est un produit qui est réparable, c'est un produit qui est fiable et c'est un produit qui peut être évolutif. Voilà comment Etikis Mm. définit la durabilité. Un produit qui peut être pas forcément très robuste, mais facilement réparable, donc on va le garder longtemps, ou très robuste, ou qui peut s'adapter, un siège auto qui va évoluer pour un bébé, par exemple, on vient l'agrandir selon les années, etc. Donc, un produit qu'on va garder dans le temps. Et donc, plus on garde un produit dans le temps, plus, là, c'est le côté un petit peu ACV, plus on va avoir tendance à diminuer ses impacts environnementaux. Marion, je te laisse Oui. compléter. Ouais, non, Non, très bien. c'est bon. On a eu une question sur, j'ai du mal à suivre, il y a tellement de questions, mais sur la réparabilité. Donc, sur l'indice de réparabilité, on va s'appuyer sur un référentiel qui n'est pas international, puisqu'il n'y en a pas, mais qui est un référentiel de l'ADEME sur l'indice de réparabilité, Tout à fait. qui devrait être suivi, parce qu'une fois de plus, non seulement l'Europe est en avance, mais la France est en avance dans l'Europe, qui devrait également être suivi par l'Union européenne qui travaille sur un indice de réparabilité. Il faut savoir que ça s'applique aujourd'hui à pas à toutes les catégories de produits. Il y a aujourd'hui uniquement une dizaine de produits qui est concernée. Voilà, donc ça devrait certainement s'élargir, mais pour l'instant, c'est 10 produits qui sont concernés par l'indice de réparabilité. Mm. Effectivement, il y a pas mal de questions. Si on n'a pas le temps de les traiter à la fin, on répondra par écrit, bien sûr. Mais Ok. euh, bon, sur cette slide, je pense qu'on l'a déjà abordé déjà différents aspects. Raphaël a décrit quand même pas mal de séquences pédagogiques, mais simplement pour vous dire qu'on est quand même très attentif pour nos formations au propre ou celles qui sont menées par nos partenaires à ce que ça soit adapté à de la pédagogie adulte et qu'on travaille réellement les leviers de l'attention, de la mémorisation, des émotions positives et de la motivation des participants en formation. C'est clé. En fait, il s'agit pas, il suffit. En fait, surtout pas d'être expert pour faire une bonne formation. Il faut aussi avoir des leviers d'ingénierie pédagogique et pour ça, les formations d'éco-conception qui sont proposées là répondent quand même plutôt très bien à ces différents critères. Le fait de se baser sur des études de cas réels, des analyses de cycle de vie simplifiées en séance, adaptées à vos produits ou vos services, le fait que la formation durabilité, ça démarre par un aspirateur et un tournevis, je trouve que c'est assez puissant. Il y a des ressources qui sont partagées aux apprenants, qui peuvent vous aider aussi par la suite, comme des glossaires, etc., les résultats de ce que vous aurez formalisé en formation. Donc tout ça, c'est précieux et ça permet d'avoir une action de formation qui est assez transformative et on n'est pas dans des apports descendants et techniques. Et puis, Mm. on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt quand même réel à déployer ce type de formation en intra-entreprise quand vous devez embarquer plusieurs équipes dans ce dispositif. Et là, il y a un vrai enjeu à s'appuyer sur le point de départ, la maturité des équipes, vos enjeux sectoriels, l'offre, bien sûr, et les outils que vous comptez déployer. On va se permettre encore un petit sondage, le dernier. Euh, hop, je vais lancer le deuxième sondage. Vos équipes, où elles en sont sur l'éco-conception? Est-ce qu'ils sont plutôt novices? Est-ce qu'elles sont déjà sensibilisées? Est-ce que les métiers de l'offre sont formés? On a pour le moment une nette avance sur la sensibilisation. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Euh, donc, très pas loin d'être au coude à coude, le côté novice, mais parfois donc dépassé effectivement par une première sensibilisation a priori, mais encore une assez faible formation des équipes et des métiers de l'offre. Voilà. Mm. Ce qui correspond à ce qu'on constate quand même globalement. Tout à fait. Ouais. Et cohérent avec votre présence aujourd'hui à ce Oui, webinaire, je pense aussi. tout à fait. Euh, il est 24. Est-ce qu'on prend des
questions parce que donc la suite, voilà, simplement on vous donne quelques rendez-vous pour les prochains jours. On est Emma Aubier et des enjeux des hommes à Pro Durable. N'hésitez pas d'ailleurs si vous n'avez pas votre place. On a des passes gratuits, donc écrivez-nous un petit mail et on vous enverra un code pour venir à ce salon à Paris, qui est un point incontournable dans la RSE. On animera différents ateliers que vous voyez ici s'afficher. Et pour les Lyonnais, Maobi la semaine prochaine, on a le rendez-vous Carnot, c'est ça? Oui, Avec, voilà. mais qui sera aussi à Paris par contre. Qui Ah, sera... pardon. Oui, oui, c'est aussi Massy. Rendez-vous Carnot, c'est les rendez-vous de la R&D et de l'innovation, des métiers de la R&D et de l'innovation. Et on va intervenir avec un partenaire en excellence opérationnelle sur l'éco-conception. Quels sont les facteurs clés de succès pour la déployer efficacement et pour que ça fonctionne, Mm. ça s'intègre dans les métiers du développement. Donc, Ah, moi, je pense que c'est Place Carnot hein, tout de suite. oui, après le 16, et ce sera à Massy. Ok, ok, très bien. Euh, donc, on vous a aussi mis dans la présentation, vous verrez les liens vers le site EEH où vous pouvez vous inscrire directement aux sessions en inter-entreprise. Il faudra nous contacter si vous êtes plutôt sur un projet intra, si vous voulez organiser un rendez-vous pour nous partager votre projet. Et alors, si on met les questions, et puis alors pour terminer, mais il me semble qu'on a répondu un peu dans le chat, mais pour le financement, c'est OPCO. FNE, c'est pas CPF. Et le FNE, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous aide à monter votre dossier. Alors, est-ce que Raphaël, tu as repéré des questions Alors, auxquelles on peut j'ouvre répondre j'ouvre le maintenant? chat. C'est vrai que j'étais en présentation jusqu'à présent. Ah oui, il y en a un certain nombre. Hop. Alors, on va essayer de reprendre. Je ne sais pas où on s'était, où on avait pu s'arrêter, Mathilde, Marion, de votre côté. Euh, Alors, il y avait une question que je trouvais intéressante qui est est-ce que finalement, il ne faut pas aussi compléter ces différents programmes par des connaissances plus pointues sur les impacts environnementaux, permettant notamment d'éclairer les choix des matériaux et de pouvoir faire voilà, des choix plus éclairés entre différents types de matériaux, différents procédés de fabrication, ou avoir une vue sur le traitement des déchets en fin de vie. Voilà. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, plus l'entreprise est mature, avance sur ces sujets, elle est sensibilisée, plus elle a besoin d'aller plus loin sur la compréhension effectivement des impacts environnementaux en eux-mêmes, des matériaux, des systèmes d'assemblage, des mhm, assemblages, des procédés industriels. Plus finalement, elle a besoin d'avoir encore plus de connaissances techniques en fait. Et donc, quand on a ce type de demande, c'est clairement des demandes en général spécifiques. Donc, pour des entreprises qui ont une démarche d'éco-conception, qui font de l'éco-conception du bon sens depuis longtemps, qui peut-être commencent à s'outiller avec un outil d'ACV et qui ont besoin d'aller encore plus loin dans la connaissance. Donc là, effectivement, ça nécessite soit un accompagnement conseil, soit une formation dédiée sur les matériaux, parce que ouais, sur le choix des matériaux, des systèmes d'assemblage ou encore la connaissance mhm. des filières de fin de vie à date et quelles sont leurs évolutions, parce que tout ça, c'est mouvant. Et donc, c'est tout à fait possible et ça nécessite de faire effectivement des modules un peu sur mesure. Et c'est Mhm. hyper important, ouais, ce point, parce qu'on a déjà fait des modules et c'est de là qu'on revient sur l'ingénierie et le savoir-faire effectivement en formation. C'est très important de se demander qui est le public, quel est l'objectif pédagogique et est-ce qu'on est sûr que les participants ont bien le même objectif. Parce que quand on mélange, par exemple, des personnes d'un bureau d'études et des personnes, par exemple, de l'offre ou de commercial ou encore de la communication, on peut avoir des attentes très différentes et donc sortent d'un module de sensibilisation une partie des personnes hyper contentes et l'autre partie un peu déçue parce qu'ils restent sur leur faim. Tout ça, ils le savaient déjà, le bureau d'études, et ils n'ont pas appris grand-chose dans la formation. Donc là, c'est vraiment important de bien se poser ces questions. Mhm. Je reprends une question, hein, pardon, Mm. je continue. À qui s'adresse cette formation? Quel genre de profil? Merci, je pense que ça parlait de la formation pour la durabilité. On est plutôt sur des profils bureau d'études Bureau d'études, sur cette design. design, sur cette formation-là, contrairement aux autres hein, qui étaient beaucoup plus ouvertes.
c'est vrai que Ouais. celle-là, on va Et, vraiment dans le plan du produit, quoi. ouais. Et je rajouterais quand même et marketing qui s'intéresse à la technique. C'est ça. Parce que il y a... Mais il faut, enfin, moi, je complète juste qu'il faut ouais. quand même de la technique pour cette formation de 3 jours. Oui. On peut pas. On va rentrer, en fait, clairement, hein, on va prendre son produit, le désosser, l'ouvrir, le peser les pièces. Donc, on va rentrer vraiment dans la conception du produit. Donc, ça peut aussi être des fonctions marketing, hein. Je pense qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases. On peut tout à fait être, faire déjà d'être ingénieur et faire avoir une fonction marketing ou de faire du marketing et de s'intéresser à la composition des produits. Donc, je pense que c'est plutôt cette question-là. C'est vraiment, on va rentrer dans le produit concrètement ou dans une recette. Aujourd'hui, c'est pour du bien manufacturé, cette formation. Et donc, il faut une appétence à ça, à la conception. Tout à fait. Donc, ça peut être une formation, ça peut être une personne du marketing. Je continue avec celle juste d'après sur la durabilité et vue uniquement par le prisme technique et par l'obsolescence de l'attitude du produit. Alors, c'est très intéressant comme question. Aujourd'hui, c'est très difficile de scorer cette obsolescence de lassitude. Ce qui est sûr, c'est que nous, on en parle. On parle aussi de l'obsolescence, on va dire, technique ou de toutes les difficultés qui sont liées à la réparation, à la durabilité du produit. Je vous prends un exemple. Quand, par exemple, sur un aspirateur, on va changer certaines pièces, on va dire, la partie, le moteur de notre aspirateur. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la manière dont est constitué l'aspirateur qu'on a pris comme exemple, il faut changer tout le carter qu'il y a avec parce qu'un fil court le long de ce carter. Donc voilà, on se pose ces questions de quelles pièces sont connectées. Si le client demain, il veut faire réparer, en fait, il paye beaucoup plus cher. Mais pourquoi? Parce qu'il y a bien 2 pièces qui sont à changer. Donc on parle d'obsolescence. Après, pour ce qui est obsolescence de lassitude, donc je pense plutôt qu'on parle d'effet de mode ici. On introduit, mais c'est très difficile aujourd'hui à quantifier. Ok. Il est 12h30. On a essayé du coup de prendre quelques questions, mais je pense qu'on va rebalayer l'ensemble du chat et s'assurer qu'on aura répondu à toutes les questions. On vous enverra un mail post-formation avec des liens pour découvrir plus en détail le programme. Et dernière question, oui, on a des formations dédiées au sourcing, au référencement des distributeurs, importateurs. On a une grosse équipe sur les achats responsables, d'ailleurs que ce soit chez EH et chez Maobi. Donc oui, tout à fait. Il est temps pour nous du coup de vous remercier pour votre participation, pour votre intérêt pour le webinaire. On espère vous retrouver au Salon Pro Durable ou lors de prochains événements. Et on vous envoie donc un mail post-webinaire dans la semaine. Voilà. Bon Merci appétit à beaucoup. Merci tous. beaucoup. Merci Raphaël et Marion. Merci Merci, beaucoup. merci À très Mathilde. bientôt. À bientôt. Au revoir.